Donc cet après-midi, on a deux séances. Donc la première séance, c'est une séance stabilité hydrodynamique. Et donc nous avons deux présentations. La première présentation par Julien Morève de Naval Group autour des valeurs extrêmes de vagues et de mouvements de navires. Et la deuxième présentation de Jean-Yves Billard sur l'expérience de stabilité et puis l'analyse de l'influence du vent sur cette expérience. Voilà, donc je passe la parole à Julien Morève. Bonjour, Julien Morève. Ça fait 17 ans que je travaille à Naval Group et j'ai fait une seule présentation à TMA, c'était il y a 15 ans. Donc je suis heureux de revenir sur ces planches pour à nouveau reparler d'objectifs scientifiques et techniques liés à notre métier. Est-ce que vous reconnaissez ce bateau? La Touche Tréville, bravo. La frégate anti-sous-marine où j'ai eu l'honneur d'embarquer en tant que réserviste citoyen. Donc c'est un grand souvenir ce bateau. Il est actuellement en cours de désarmement à Brest. Mais voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir sur YouTube cette vidéo de la Touche Tréville en mer forte. C'est assez impressionnant et ça va être emblématique de ce que je vais raconter pour la suite. Alors, j'ai vécu des mers fortes, mais pas à ce point-là. Prochaine slide. Voilà, de quoi va-t-on parler? Alors, de vagues et de mouvements de navires extrêmes. Donc, naturellement, depuis tout petit, les ingénieurs navals travaillent sur ce sujet. Ce sont des phénomènes qui sont très décrits dans la littérature. Donc on utilise des modèles qui sont très souvent issus des modèles de Gauss, on verra, de Rayleigh. Et je vous propose ici de se poser la question, quel modèle doit-on utiliser suivant les divers objectifs qu'on a pour calculer des maxima de vagues et de mouvements de navires. Et je vous proposerai un nouveau modèle que j'appelle le modèle du maximorum. D'où vient le fait initiateur? C'est qu'il y a quelques années, j'avais été interpellé par DGAEV, essai en vol, lors d'études sur l'appontage d'hélicoptères, qui m'avait demandé, mais en fait, dans le naval, vous utilisez des modèles de mouvement de navire qui sont à peu près les mêmes depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre à jour? Est-ce que vous êtes bien sûr que c'est bien, vous êtes up to date? Jusqu'à présent, on répondait oui, etc. Et puis un jour, je suis tombé sur une étude italienne de Tirozzi qui est dans les références et que j'ai trouvé intéressante de d'éplucher pour regarder si on pouvait pas revisiter cette question des modèles de vagues. Ici, vous avez une simulation type Brett Schneider, donc un temporel de vagues fonction du temps, typique d'une mer 6, telle qu'on peut la simuler à l'ENSTA Bretagne ou dans d'autres écoles de la navale. Next slide. Alors, il y a beaucoup d'équations dans ma présentation, il n'y en aura pas beaucoup de slides, il n'y en a que 8. Elle sera assez courte ma présentation, mais ça donnera une petite couleur scientifique et technique à la journée. Donc très souvent on utilise le modèle de Weibull d'ordre 2, qui est une forme gaussienne. On a l'habitude de calculer le maximum du mouvement de navire avec cette formule, sigma racine de -2 ln de la probabilité de trouver le maximum. Donc ça c'est le maximum de la courbe que vous avez vue tout à l'heure. Souvent à l'œil on dit 3 sigma, on arrive à 3,5 sigma suivant la quantité de probabilité qu'on se fixe comme objectif, mais on lie le maximum à la probabilité qu'on se fixe de le rencontrer. Donc ce qui pose quand même des questions qui peuvent heurter le sens commun. Et en tout cas, c'était la question que nous posait DGAEV. Je disais, mais avec ce modèle-là, ça veut dire que plus j'attends, plus je risque de rencontrer une vague forte. Et donc, asymptotiquement, plus on attend longtemps, par exemple indéfiniment, si j'attends 1 an, je suis capable d'avoir des vagues de plusieurs dizaines de mètres. Ça n'a pas de sens, votre histoire. Il y a quelque chose qui colle pas. En pratique, on a raison de le faire parce qu'en fait, cette courbe, elle s'aplatit très très vite à 0. Mais c'est vrai que ça choque un peu le sens commun. Si
avec ce modèle, la limite du maximum vaut l'infini quand P tend vers 0. Donc, fort heureusement, les états de mer stables ne durent que 6 heures, 12 heures, 24 heures grand maximum. Donc on est capable de faire des lois de probabilité sur des temps courts. Mais ça heurte quand même l'esprit scientifique de se dire, bah oui, mais si j'attendais 2 jours, ça augmente la valeur de mon maximum. Donc pas de maximum maximorum avec ce modèle, bien qu'il soit très, très utilisé. Alors la proposition, next slide, c'est d'utiliser une forme dite de Poisson. Les lois de Poisson sont réputées applicables aux événements rares. Cette fois, il ne s'agit pas de caractériser les vagues au sens combien y a-t-il de vagues, combien j'ai de chances de rencontrer un certain nombre de vagues sur une période donnée, etc. Non, on se focalise sur l'événement rare. Quel est le maximum? Et là, c'est intéressant les travaux de Poisson, parce que lui, depuis tout début, depuis le 19e siècle, il a pris pour hypothèse de travailler sur les catastrophes, les accidents, les suicides d'enfants, enfin des choses qui sont rares par nature. Et une des formes récentes de ces distributions se trouve dans la littérature dite sous la forme GPD, donc distribution généralisée de Pareto, ce qui est décrit dans l'étude de Tirozzi que je cite en référence, et qui prend cette forme-là. C'est-à-dire que le maxima, cette fois, il est fini, c'est-à-dire que quand P tend vers 0, la limite du maxima tend vers une valeur fixe, sigma sur xi. Où sigma est, pour les spécialistes, est la valeur root mean square, donc la valeur RMS du signal qui vaut 2 fois, enfin H, qui vaut la moitié de la hauteur significative des vagues, pour ceux qui connaissent les sujets d'hydrodynamique classique. Donc bref, sigma est une valeur intrinsèque caractéristique de l'état de mer, et on introduit une nouvelle valeur, un xi, que moi j'appelle facteur de forme, qu'on va essayer de faire correspondre à la distribution statistique du spectre, et pourvu que ce xi soit fiable, eh bien on a une relation finie sur le maximum qu'on veut estimer. Donc si on va à la page suivante, on va essayer d'évaluer est-ce que cette proposition est valable, est-ce qu'elle est juste. Vous verrez que dans cette présentation, en fait, je soumets cette question à la sagacité de l'Assemblée. C'est plus une question. Hein. Je fais ici une présentation scientifique et j'espère avoir une réaction de votre part, des questions, des réponses. Vous pourrez me contacter plus tard et puis on essaiera d'enrichir cette proposition. Si on essaie de l'évaluer, eh bien, voilà par exemple une petite étude que j'ai faite pendant le confinement. On avait pas mal de temps pendant le confinement, donc je me suis amusé à créer un script Python pour essayer de comptabiliser le nombre de maximums observés sur une simulation que vous avez vue à la première page. Et puis, donc ça c'est la répartition mesurée, hein, c'est la ligne continue. Et puis les pointillés, ce sont les modèles. Et on essaie de faire correspondre les modèles statistiques à la ligne continue qui est la quantité de maximum que j'ai pu observer sur une simulation que j'ai comptée, quoi. Ça, c'est une fonction de répartition de la probabilité. Bon, alors, en bleu, c'est Rayleigh, donc la distribution classique. Et puis la GPD, c'est les couleurs qui sont là avec divers facteurs de forme. Et j'en ai choisi un qui me semblait le plus proche, donc pour ce cas-là, qui est une mer 6 de, je sais plus combien de durée, 12 heures, je crois, ou 6 heures. Eh bien, pour un facteur xi de 0,22, qui est la ligne rouge, je trouve qu'on fit quand même pas mal. En tout cas, on fit mieux qu'avec une Rayleigh. Première conclusion. Deuxième conclusion, le maximum rencontré est de 3,5 sigma, alors que le maximum maximorum est estimé à 4,5 sigma. C'est-à-dire que mon calcul de maximum maximorum est à 11,38 m,
et le maximum observé est à 8,74 m. Donc ça veut dire que le modèle de Rayleigh habituellement utilisé à 3 sigma ou 3,5 sigma fonctionne à peu près bien. Et moi, j'estime un maximum maximorum qui est pas trop loin, mais quand même supérieur, 11,38 m, 4,5 sigma. Donc, c'est bien un modèle qui surestime la valeur maximale. Je suis censé ne pas rencontrer de valeur supérieure à 11,38 m. Alors, sur la slide suivante, j'essaie de confirmer cette hypothèse en rejoignant ce scénario 100 fois. C'est-à-dire que cette fois, je tire une graine aléatoire différente pour chaque cas et je rejoue à nouveau 100 fois la simulation. Et là, bing, le maximum sur ces 100 simulations est de 11,35 m alors que j'avais estimé 11,38 m. Donc, on peut se dire, c'est pas trop faux. Donc ce qui m'incite à me dire, c'est peut-être une bonne idée. Il faut continuer de regarder. Next slide. Donc en conclusion, on verra les perspectives tout à l'heure. La distribution statistique de Rayleigh me semble moins adaptée que la distribution de Pareto pour déterminer des probabilités de franchissement de seuil. C'est pas exactement le même objectif que déterminer des polaires d'opérabilité ou de la tenue à la mer. Hein. C'est déterminer des valeurs maximales sur des échelons de temps fixes. Et voilà. Et notamment pour les petites valeurs, puisque vous avez vu sur la fonction de répartition, pour les petites valeurs, Rayleigh partait de 0, et alors que GPD, ça part direct avec une pente non nulle. Donc voilà. Deuxième conclusion, dans les conditions quasi constantes caractérisées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les états de mer, parce que c'est un état quasi stable de la situation, la GPD permet d'obtenir un maximum maximorum à ces mouvements, ce qui peut être utile à définir des limites sécuritaires pour les opérations comme l'appontage d'hélicoptères, quelle qu'en soit leur durée. Voilà la conclusion. À quoi ça conduit en termes de perspective? Dernière slide. Il serait intéressant de confronter ce modèle à un ensemble de maxima mesurés à la mer, parce que là, je n'ai utilisé que des simulations numériques. On sait qu'elles sont elles-mêmes caractérisées par rapport à des mesures qui ont été faites par Brett Schneider, mais ça date quand même d'il y a 40 ou plus, d'il y a 40 ans ou plus. J'imagine que le CHOM, peut-être l'ENSTA aussi, travaille sur des recalages de modèles à partir de mesures, mais je sais que c'est un problème compliqué de collecter les mesures, d'essayer de les faire fitter à des modèles. Donc bref, il y a une question. Est-ce qu'on retrouverait le même résultat avec des mesures à la mer plutôt qu'avec des simulateurs numériques? Deuxième conclusion, l'évaluation du facteur de forme xi est à systématiser, c'est-à-dire que là, le xi vaut moins 0,22 sur un état de mer 6, spectre de Brett Schneider connu, etc. J'ai essayé d'autres états, mer 5, avec plus ou moins de durée, etc. On oscille autour de cette valeur, on oscille autour de moins 0,2. Mais pas, je n'ai pas été jusqu'au troisième chiffre après la virgule. Voilà, et on peut faire des optimisations type moindre carré pour essayer de trouver ce nouveau facteur. Il y a plusieurs techniques qui sont évoquées dans l'étude de Tirozzi sur comment évaluer ce facteur xi. Et pour moi, le plus intelligent, ce serait de faire un système qui l'évalue en ligne. C'est-à-dire que pendant la navigation, et avec des états de mer qui changent, on viendrait adapter ce facteur et déterminer le maximum en ligne. Troisième perspective, une approche sécuritaire début de vie qui pourrait être très sécuritaire, par exemple ici avec du 4,5 sigma pour faire apponter les hélicoptères, où on aurait un domaine d'appontage tout petit, viendrait s'ouvrir au fur et à mesure de la vie du navire, et on rejoint la notion d'ouverture de domaine. Et à mi-vie, on pourrait réestimer que finalement on a réévalué le XI et c'est plus 4,5 sigma qu'il faut prendre pour le M, mais c'est 3,8. Quatrième perspective, si on estime cette valeur maximum maximorum en ligne,
et qu'on dit ma butée, elle est là, je sais pas, moi, j'ai un pilonnement de 8 mètres, maximum que j'estime ne pas pouvoir rencontrer dans un état de mer stable, et en ce moment, je suis en train de mesurer 6, et ça monte. Ben ça pourrait indiquer à l'équipage, vous avez une distance par rapport à votre maximum. Vous prenez un risque, et ça pourrait donner un indicateur de risque instantané. Et puis vous baissez votre risque. Ça peut être un facteur de décision pour un commandant, pour un pilote. Et puis bien sûr, toutes ces considérations purement statistiques mériteront d'être améliorées par de futurs systèmes déterministes. Je sais que Naval Group travaille sur ce sujet de façon concrète, par des mesures de vagues, par des modèles de propagation. Ça ne dispense pas, bien sûr, de travailler sur les mesures physiques qui entourent le navire. Et pourquoi pas en utilisant de l'apprentissage pour estimer le XI ou pour mesurer les vagues, notamment par intelligence artificielle. Voilà, donc j'en ai terminé. C'était une petite question scientifique et technique que je voulais vous soumettre. Et je serai heureux de répondre à vos questions, vos remarques pour la suite. Pardon, les références que je dois citer. Les états de mer de Jean Bougis, très bel ouvrage de météorologie générale et maritime de Météo France, que j'ai du mal à retrouver, parce qu'il n'est pas souvent dispo en librairie. Le Stanag, que tout le monde connaît, j'imagine, dans cette salle, sur la tenue à la mer. Cette fameuse étude italienne sur la GPD, qui à l'origine était faite pour des réseaux de neurones et déterminer des états de marée exceptionnels. Et puis, bien sûr, le Bureau Veritas, dans la notice d'instruction du Bureau Veritas, dans lequel vous avez tous les détails de comment élaborer des modèles de mouvement fort, qui cite la GPD, mais sans la détailler. On a juste une ligne en disant « il existe la GPD », mais on n'en sait pas plus. Merci. Donc, on a du coup pas mal de temps pour les questions. Donc, Jean-Marc. Une question parce que ma mémoire me fait défaut, mais je croyais que la loi de Rayleigh, c'était l'approximation en bande étroite, et que par contre, si vous tenez compte de la largeur de bande, il y a une formule quand même, c'est une loi de Rayleigh epsilon là, et ça vous l'avez. Est-ce que ma mémoire flanche ou ça existe? Et justement, je me disais la comparaison peut-être de la loi de Pareto par rapport à la loi Rayleigh, mais tenant compte de la largeur de bande, est peut-être plus adapté que de dire que Rayleigh, on la met à la poubelle et puis on prend Pareto. Je viens de dire qu'il faut la mettre à la poubelle, non, pas du tout. C'est peut-être pas pour les mêmes objectifs, mais effectivement, je regarderai ce point, merci. La formule, je crois, il me semble qu'elle est explicite. Hein, du coup, ça s'appelle pas la loi de Rayleigh, mais c'est une loi avec une épaisseur de bande, je crois. C'est dans le cours de Cointe et Boudet de l'école des mines. Je sais pas. C'était quand j'étais au bassin que j'étais assez technique. Il me semble de mémoire qu'il y a une formule explicite et du coup, si c'est vrai, il vaut mieux comparer cette formule-là à Pareto que Rayleigh qui, elle, est une approximation. Et c'est bien une GPD qu'on dit Pareto. Oui, parce que GPD, on dit Pareto, mais parce que c'est des considérations de Pareto qui ont amené cette formule-là. Mais c'est avant tout la théorie des valeurs extrêmes qui donne cette formule-là. C'est une théorie assez récente. Mais si j'ai bien compris, le cas que tu présentais là, c'est donc un MER 6.
Mais quand tu parles de s'en servir pour des opérations hélico, de toute façon, un MR6, l'hélico, il est dans le hangar. Mais par contre, non, mais ce que je veux savoir, c'est tu peux appliquer de la même façon à un MR3 ou un MR4 pour savoir quel va être le maximum auquel tu t'exposes et qui sera du coup plus faible, mais qui ce sera peut-être plus pertinent. C'est ce que je veux dire que parce que de toute façon, à 11 mètres de creux, ça m'étonnerait que tu mettes ton écran. Dans des cas exceptionnels durs, qu'est-ce que ça donnerait? Donc pour que ce soit un peu parlant, j'ai pris volontairement un état de mer très fort. Bien sûr, hein, on est plutôt dans un objectif de mer 4 sur la mise en œuvre des aéronefs, parfois 5, mais le raisonnement est complètement applicable. Merci, merci pour la présentation intéressante. DGA TH, ça m'intéresse beaucoup la notion d'ouverture de domaine. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour l'ouvrir? C'est-à-dire, est-ce que l'état de mer vu par le bateau de façon globale, ça suffit? Ou il faut enregistrer quelque chose? Il faut enregistrer les mouvements? Parce qu'en fait, il faut confirmer. Quand on dit on ouvre le domaine, c'est qu'on a confiance. On a observé que dans le passé, tout ce qu'on avait prédit, oui, pardon, bah c'est bien, merci, j'ai un deuxième micro. Enfin, si on peut s'associer à des GAEV et puis confirmer ce que je dis, parce que je ne veux pas parler à la place des spécialistes de ce domaine, mais j'ai participé à des opérations d'ouverture de domaine, je vois comment ça se passe, et en fait, c'est un processus itératif où on vient confirmer progressivement qu'on a confiance dans les limites qu'on s'était affichées, et on peut passer aux limites suivantes. Ça, on ouvre progressivement le R2, on commence par une ouverture de domaine R1T1 du STANAG, donc ça va être le 1194, la PP2 OSTAC qui dit on commence l'appontage hélicoptère avec des ouvertures toutes petites, roulis de tangage 1 degré, puis au fur et à mesure on augmente. Et ben là c'est la même idée. Qu'est-ce qui va nous donner confiance d'augmenter? C'est que si on ne rencontre pas le maximum, on peut changer le facteur de forme et aller sur des maximums plus faibles. Et affiner le XI pour fitter au mieux ce qu'on aura enregistré. Mais oui, il faut enregistrer. Très bien, merci. Alors, du coup, oui, juste, du coup, les lois de probabilité, du coup, si c'est sur le mouvement, par exemple le roulis, du coup, la loi de probabilité va peut-être pas être tout à fait la même. Oui, alors ça, je m'attendais à cette remarque parce que là, il vous a pas échappé que je fais l'amalgame honteux de mélanger les mouvements de navire et les hauteurs de vagues. En même temps, j'ai toujours essayé de savoir s'il y avait une différence et j'arrive pas en fait. Quand on essaye de faire les distributions statistiques, que ce soit en degrés ou en hauteur de vague, eh bien on retombe sur cette même forme. Et en fait, quand on fait des RAO à partir de spectres amont, alors bien sûr c'est pas les mêmes valeurs, hein, en valeur absolue ça n'a rien à voir, mais on retombe sur ces formes type gaussienne ou Rayleigh. Ouais, il faudrait demander à des matheux plus forts que moi, Ouais. mais ouais, il y a une transformation, effectivement. Ouais. Merci. Merci. Bon. La statistique étant la science de l'incertitude, toujours difficile d'essayer de prévoir un événement particulier dans une série aléatoire. C'est toujours un petit peu casse-gueule. Là, il y a quelque chose que je voudrais comprendre, c'est que la houle n'est pas un phénomène permanent. La houle est un phénomène stationnaire, elle apparaît, elle se développe et puis elle s'éteint. Elle ne peut être considérée comme stable qu'à l'échelle de quelques heures. Et donc l'histoire du maximum maximorum me semble être plus liée à ce caractère instationnaire que pinailler le modèle précis, savoir si c'est du Rayleigh, du Poisson ou autre chose. Et simuler 12 heures d'un phénomène pendant 100 fois, c'est pas la même chose que simuler 1200 heures du même phénomène. Voilà. Donc, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'autre et peut-être de plus déterminant à regarder, qui est l'instationnarité du phénomène, plus que le spectre du phénomène permanent? Oui,
Oui, on le voit très bien quand on lit l'ouvrage de Météo France qui décrit les fetch, comment se génère la houle, combien de temps ça dure en moyenne, les phénomènes exceptionnels qu'il faut exclure de l'étude, genre les vagues scélérates qu'on peut voir du côté de l'Afrique du Sud, à cause de combinaisons de courants et de vent. Il faut, voilà. Si on commence à introduire la notion d'interstitionnalité, là on va être dans le domaine de la météorologie. Pour moi, c'est pour ça que j'exclus. C'est vraiment un exercice purement intellectuel de se dire, mais avec le modèle dont on dispose là, a-t-on bien raison de l'utiliser comme ça pour des appontages d'hélicoptères? Mais si on veut amener de la précision, alors il faut aller et de la représentativité physique. Oui, c'est une très bonne piste d'aller sur de l'interstitionnalité, mais on va tomber sur les questions du météorologue. Alors j'ai une question un peu voisine de la question précédente, d'expérience, puisque j'ai fait mon service sur un bateau. Dans le golfe de Gascogne, il y a une mer formée de 2 houles plus une mer de vent. Est-ce que vous pouvez généraliser votre problématique Si c'est stationnaire, oui. C'est ce que disait Alain, en fait, oui. Si c'est stationnaire, oui. Parce qu'en fait, on revient, c'est-à-dire stationnaire dans le sens les conditions dans lesquelles j'observe le phénomène ne changent pas du tout au tout pour une raison exogène. Je considère que les choses sont stables autour de moi. Je vois, bien sûr, il y a de l'incertain, mais dans ces environnements que je considère stables, quelle est la pire situation dans laquelle je pourrais me trouver? C'est la question à laquelle j'essaie de répondre. Et là, on retombe sur des choses type mouvement de marée exceptionnel, catastrophe ferroviaire, enfin voilà. Toute chose étant égale par ailleurs, quelle est la pire situation dans laquelle je pourrais me trouver actuellement? Donc oui, ça peut être. Si vraiment on veut aller jusqu'au bout de la démarche, ce qui nous intéresse, c'est bien de regarder quelle est la vague la plus forte que je puisse jamais rencontrer avec mon bateau dans toute la vie du bateau. Donc là, il faut faire le maximum des maximums. Est-ce que la démarche peut aller jusque là? Ben non, parce qu'en fait, là, on est en train de cumuler tous les états de mer observables. Et Non, ce serait la question de la vague scélérate de 25 mètres. Là, on est dans un autre domaine. Parce qu'on séquence. Là, on est dans des phénomènes qui sont connus dans des zones géographiques connues. C'est-à-dire la mer du Japon, l'Afrique du Sud, Mozambique. Il y a des vagues de 25 mètres en baie de Douarnenez, jamais vu. Merci beaucoup Julien. Je trouve que c'était vraiment une présentation très, très intéressante, très rafraîchissante. Bon, en fait, je m'étais posé une question, mais en fait, vous y avez répondu quelque part par rapport au degré de maturité de la démarche. Donc, bon, j'ai l'impression qu'on est un peu au début d'une nouvelle idée. Il s'agit de la creuser un peu. Ouais. Je n'ai pas la prétention d'avoir une réponse, mais je suis preneur de vos réactions. J'ai un compte LinkedIn sur lequel vous pouvez vous connecter et m'envoyer vos questions. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième présentation.